Il sort de 17 ans de prison, il n'a pas envie d'y retourner. Va falloir que quelqu'un intervienne, mais en fait c'est nous qui allons intervenir. On n'est jamais prêt, mais faut assurer. Police, le podcast, revient pour une 2e saison. On les a aidés à être reconnus en tant que victimes, et ça c'est super important. Je me suis dit, c'est pour ça que je suis devenue policière. Des flics vous racontent leurs histoires marquantes. Des années après, je me souviens de tout. Des lieux, des odeurs, des visages. Des affaires dont ils gardent en mémoire les moindres détails. Dans la vie d'un policier, il y a beaucoup de travail, mais il y a un peu de chance aussi quand même. Police, le podcast. À l'occasion des 50 ans de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, nous rencontrons des hommes et des femmes qui enquêtent sur le patrimoine. Pascal est major de gendarmerie et enquêteur à l'OCBC depuis 2012. Avant d'intégrer l'office, il travaillait déjà sur les biens culturels dans un service de gendarmerie. Depuis plus de 20 ans, il pourchasse les voleurs de patrimoine. Aujourd'hui, il nous raconte une enquête qui date de 2014. À l'époque, les églises bretonnes se font dépouiller de leurs objets cultuels, calices, ciboires et autres patènes. On a toujours un œil qui traîne sur la remontée des informations, sur les cambriolages qu'il peut y avoir dans différentes régions. Ça nous permet de voir s'il y a une apparition de phénomènes. Et quand on s'aperçoit qu'une région est assez impactée, en général, c'est rare qu'on se retrouve qu'avec une seule église ou 2 églises et qu'après ça soit calme pendant des mois. Ça déroule et 1, 5, 10, 20, on se retrouve rapidement avec 50 églises de cambriolés. On se dit que les auteurs, ils doivent bien finir par écouler leurs marchandises. Et donc on surveille les différents endroits qui permettent d'écouler cette marchandise. La personne qui l'a volé l'a rarement volé à son propre profit. Il veut juste récupérer l'argent qui va venir de la vente de cet objet. Et pour vendre ces objets-là, c'est difficile de faire du porte-à-porte ou de le mettre sur un vide-grenier. Donc ils vont s'adresser soit à des marchands professionnels qui vont leur acheter, en leur indiquant une provenance fantaisiste ou autre, soit ils vont les vendre via des réseaux comme eBay ou Le Bon Coin, ça arrive aussi, ça nous est arrivé aussi. Donc on va avoir par des sites de vente, on va avoir aussi les ventes aux enchères. Ça arrive que certains malfaiteurs se servent de commissaires-priseurs et de salles de vente pour écouler leurs marchandises, sans qu'évidemment ces gens-là soient au courant de la provenance frauduleuse des objets présentés. Non, c'est... On surveille aussi les salons d'antiquités, voir si ces objets ressortent. Alors on recherche beaucoup d'objets parce qu'on a beaucoup de vols. Calices, ciboires, ostensoirs. Pour l'essentiel, c'était ça. Le problème étant toujours le même, que les victimes soient des mairies, des églises, des édifices publics ou des particuliers, c'est le manque de photos. Nous, la seule chose qui nous permet d'identifier un objet, de déclarer que c'est bien celui qui a été volé, c'est sa photo. Il n'y a rien qui se ressemble plus à un calice qu'à un autre calice. Si on n'a pas une photo, c'est impossible de le trouver. Pascal débute alors un travail de fourmi. Il épluche les bases de données du patrimoine pour essayer de faire matcher les photos des objets volés et répertoriés dans ces listes avec les objets qu'on retrouve sur les sites de vente aux enchères. Si jamais les objets sont référencés, en général on a de très bonnes photos. Si on n'a pas de photos, on essaye de contacter les associations paroissiales, la mairie des fois aussi, en leur demandant si effectivement ils n'ont pas une photo d'un mariage avec un prêtre en train de présenter le calice ou le ciboire et qui soit photographié à ce moment-là. Tout est bon pour pouvoir intégrer l'image dans la base et pouvoir en faire un comparatif plus tard. Et ben c'est le jeu des 7 erreurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on cherche les calices, on regarde beaucoup de calices. Et on va regarder que ce soit bien le même, c'est-à-dire que trouver des éléments positifs, c'est facile. De dire, là on a le même décor, là on a la même chose. Mais ça rend pas l'objet unique. Ce qui va rendre l'objet unique, c'est justement le point qui n'est pas identique. C'est le jeu des 7 erreurs. Et si on a soit un défaut, soit une marque, soit un motif particulier, on va rechercher ça sur cet objet. Le fait qu'on ait une rayure, par exemple, à un endroit, qu'on le retrouve sur les deux, on va être sûr que c'est le même objet. À partir de là, on découvre sur eBay plusieurs objets proposés par un marchand anglais. Et ces objets, après vérification, s'avèrent correspondre à des objets dérobés dans 2 églises de Bretagne. C'est pas possible.
On essaie de déterminer un peu son profil, si c'est occasionnel, s'il est spécialisé dans ce domaine, pour savoir si il peut être à l'origine du vol, de la commande ou de toute autre chose. En l'occurrence, il s'avérait que cette personne était spécialisée dans l'argenterie. C'était courant pour lui d'avoir des objets religieux qui étaient en argent, qui étaient en vermeil. Du coup, on a contacté nos homologues de Scotland Yard en Angleterre. Ils ont déterminé qui lui fournissait les objets. Les enquêteurs de Scotland Yard vérifient les livres de compte du marchand. Ils se rendent vite compte que cet antiquaire anglais se fournit auprès d'un autre revendeur qui vient de se lancer dans le métier. Lui fournit l'identité de la personne à qui il les a achetés en France. Ce marchand-là venait de se lancer, ça lui permettait d'avoir un fonds de roulement pour présenter des objets, et elle n'a pas été assez méfiante de la personne qui lui proposait. Je ne pense pas qu'il y avait une intention coupable derrière d'écouler du matériel volé, mais il n'y a juste pas eu, je pense, les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien, ça. Donc on est remonté sur un autre Anglais, mais qui est demeuré en France, et on a commencé à travailler sur la personne. Travailler sur la personne, ça veut dire retracer son activité sur Internet. Les enquêteurs vérifient si l'individu a des comptes sur les plateformes d'enchères en ligne et ils listent les objets qu'il propose à la vente. On avait réussi à déterminer qu'il avait proposé sur eBay 43 objets religieux, essentiellement français, donc des calices et des ciboires, depuis le mois de juillet 2014. Et on détermine que sur les 43 objets présentés, on en a 13 dont on est sûr qu'ils proviennent de vol, parce qu'on a les photos. En poursuivant son enquête, Pascal arrive à déterminer que cet individu a tenté de vendre 16 autres objets volés dans des églises bretonnes et normandes. Donc là, on est sûr que cette personne-là est en lien direct avec nos vols. Et puis le profil de cette personne était intéressant. Il ne travaillait pas, il était déserteur de l'armée anglaise. Enfin bon, il avait un profil un peu atypique, on va dire. C'est tout un faisceau d'indices qui nous ont permis de déterminer que lui était vraiment très proche de l'action, comme on dit, et qu'il était soit l'auteur du vol, soit le receleur. Il s'est avéré que lui, c'était le voleur. Salut les gars. Comment vous m'avez trouvé ? À un moment donné, on interpelle tout le monde, oui. Donc lui, sa compagne, ses parents aussi. Donc tout le monde est placé en garde à vue. Lors des perquisitions au domicile de ses parents, on retrouve quelques objets religieux qui se trouvent au milieu d'un foyer. On s'aperçoit qu'il a essayé de les brûler. Il s'avérera qu'en fin de compte, au début, quand il a volé les premiers objets cultuels, il n'en connaissait pas la valeur et il pensait les revendre au poids du métal. Sauf qu'il s'est avéré, comme beaucoup de fois, que ces objets-là ne sont pas en or, ils sont en métal doré, qu'ils sont des fois en vermeil, des fois ils sont en argent, pas toujours. Entre le vendre 15 € le kilo ou le vendre 1500 € l'objet, il a vite fait le rapport en disant vaut peut-être mieux quand même le vendre en tant qu'objet et non pas en tant que métal au poids. Donc après la phase des premières interpellations, on a continué à travailler sur ce qu'on pouvait avoir comme image, comme tout ça. On a de nouveau identifié des calices et des ciboires volés. La Bretagne avait bien fait le travail pour ça, c'est qu'ils ont photographié énormément d'objets, même sans que ces objets ne soient classés au patrimoine. Donc après, c'est surtout des milliers d'images à regarder. Et vous avez un calice devant vous vous savez qu'il est volé, il faut trouver d'où il vient. Et là, vous regardez tous les calices de la région Bretagne, puisque vous savez d'où il vient. Et là, ça en fait à chaque fois quelques centaines. Pour chaque objet volé, ça en fait quelques centaines à regarder. C'est long, mais ça paye. Ce qui nous a permis de réidentifier encore 19 objets qui provenaient de 11 vols. Voleur, vous m'avez volé! Après, on a eu une nouvelle phase d'interpellation parce qu'on s'est aperçu en fin de compte que notre Anglais vendait à d'autres personnes, entre autres un brocanteur, anglais lui aussi, mais installé en France. Tous ces gens, ils ont été mis en examen du chef de vol d'un bien culturel, exposé, déposé ou conservé par une personne effectuant une mission d'intérêt général ou dans un édifice affecté au culte. C'est vraiment une infraction spécifique
où la peine encourue est supérieure à l'infraction habituelle de vol. Donc le vol et le recel sont aggravés. Comme on a, pour ainsi dire, déterminé que tous les objets étaient passés par l'Angleterre, on a obtenu du magistrat instructeur et des autorités anglaises la possibilité de nous rendre sur place. En septembre 2015, on se rend à Londres pour procéder aux auditions de tous les protagonistes vivant en Angleterre. Donc ça a confirmé les premiers éléments d'information qu'on avait, c'est-à-dire que le marchand qui proposait les objets, lui, il était juste acquéreur vraiment de bonne foi. Que le deuxième, effectivement, il n'avait pas été très regardant. Mais l'important, c'est qu'en Angleterre, on réussissait quand même à saisir 72 objets, 22 calices, 22 ciboires, un ostensoir, 22 patènes, et puis des objets divers qui n'avaient pas encore été vendus, sachant que les autres objets, il y a une cinquantaine d'objets qui étaient déjà partis au travers le monde. On en avait vendu au Japon, aux États-Unis, en Australie. Les enquêteurs de l'OCBC repartent donc à Paris les valises pleines. On rentre avec 4 gros sacs de sport remplis de calices, patènes, ciboires et autres objets cultuels. Donc à la douane, il a fallu leur expliquer, déjà, en Angleterre. Au total, Pascal et ses collègues sont arrivés à caractériser le vol et le recel de 127 objets religieux. On a procédé quelques temps plus tard à la restitution de tous les objets identifiés. Et on a fait une grande journée de restitution où tous les maires sont venus récupérer leurs objets, puisque la plupart des objets appartiennent à l'État. L'interpellation des auteurs, c'est bien, mais la restitution aux victimes, c'est le petit plus quand même. C'est toujours agréable de restituer, que ce soit des victimes privées ou des musées ou des églises. C'est toujours un vrai bonheur de restituer les objets. Police, le podcast, une émission à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion.